Les Lakers se sont imposés ce soir face au Miami Heat et mènent désormais 3-1 dans ces finales NBA. On a vu un bon match avec le retour de Bam Adebayo. Il y a beaucoup de choses à dire, Erwan. Beaucoup de choses à dire, du début à la fin. Tout à fait. Il est 5h47 et nous sommes en direct. Pour ceux qui nous regardent demain sur YouTube, eh bien, on n'a toujours pas dormi. Hein. Il y a encore un match vendredi et ça tombe bien. J'ai vu dans les commentaires que mon micro n'était pas, n'était pas en mute, donc vous avez entendu tout ce que j'ai pu dire depuis 5 minutes. C'est bien dommage. Heureusement que je n'ai insulté personne. Hein. Sinon, on serait dans la merde. C'est pas la maison. C'est pas tout à fait les habitudes de la maison. Tout à fait. On est en direct donc hein, sur Twitch. Vous n'hésitez pas à nous donner vos avis. On va parler de l'homme du match qui va être un peu difficile à trouver. Qu'est-ce qu'il y a, Polo ? On est déjà plus de 1000, c'est super. À 5h47, vous faites kiffer les gars, alors que nous sommes que mardi en pleine semaine. Allons tout de suite dans le match. Donc je disais, les Lakers se sont imposés 100 combien, je sais plus. 102 à 96. 102 à 96, un match finalement très serré avec le retour de Bam Adebayo. On va commencer justement par ton avis un peu large. Est-ce que tu as apprécié cette performance des deux équipes, Erwan ? Ouais, j'ai vu un bon match de basket, on va pas se mentir. J'aurais aimé un money time un petit peu plus disputé, on reviendra dessus. Et sur la faute des gens qui ont fait qu'il n'y a pas eu vraiment de money time. Je crois que dans l'ensemble, les Lakers ont gagné au talent. Voilà, le talent de LeBron James en deuxième mi-temps sur quelques séquences très importantes, sur plusieurs séquences importantes. Les gros tirs d'Anthony Davis, même s'il fait un match toujours un peu compliqué, mais son talent a fait qu'il a mis des gros tirs qui font basculer la rencontre. Et la défense retrouvée, notamment en deuxième mi-temps. Et puis le banc qui fait aussi la différence côté Lakers. Mais dans l'ensemble, j'ai l'impression que les Lakers gagnent au talent, pas spécialement sur la justesse de leur basket, mais gagnent au talent. On a vu un bon match de basket, on n'a pas vu un grand match de basket. J'ai pas non plus l'impression d'avoir vu un match de finale NBA, mais bon, ça, je pense qu'on va falloir faire assez... parce que ça fait 4 fois que ouais, mais je 4 fois que tu me dis ça. Ouais, mais parce qu'il n'y a pas de public, parce qu'on connaît les trucs. Mais la réalité, c'est que j'ai pas cette impression, tu vois, c'est cette espèce de je sais même pas, d'émotion, de feeling des finales NBA. Mais bon, c'est un autre problème, c'est pas grave, on a quand même un bon match tactique, surtout d'un côté d'une des deux équipes, à débriefer. Donc allons sur le début du match. Et donc, la première information, c'était que Bam revenait dans le 5 majeur. Goran Dragic a essayé de s'échauffer et finalement, son pied n'a pas répondu. On l'a vu limite en pleurs sur le banc. Donc c'est Tyler Herro qui a commencé pour le hit. Et de l'autre côté, Dwight Howard était toujours titulaire, même si on ne l'aura pas vu longtemps, notre ami Dwight. Non, mais surtout c'est lui qui starte encore. Donc ça, je pense que c'est acté. On a essayé de le chercher dès le début du match, beaucoup à l'intérieur. Pas avec vraiment de succès. En même temps, c'est une option qui, je pense, qui était bonne, sur laquelle on n'a pas vraiment insisté. Et de manière générale, les Lakers n'ont pas voulu insister plus que ça sur du post-up et pour faire mal au hit sur ces séquences-là où ils étaient censés être un peu plus costauds et surtout un peu plus grands. Et en plus, c'est vrai que quand ils ont essayé, en première mi-temps, on les a vus, les Lakers se casser les dents sur une excellente défense du hit, plus petit, mais beaucoup plus actif, notamment avec des aides à l'opposé et chaque fois on passait devant. Moi, j'ai envie de mettre beaucoup de crédit à la défense du Heat plutôt qu'aux Lakers qui, au tout début du match, ont essayé de donner la balle à l'intérieur. Je dis bien essayer. Dwight Howard a eu pas mal de match-up favorables dans la raquette. Il y a un moment où on lui siffle 3 secondes au tout début, où tu as l'impression que les joueurs le cherchent. Mais en fait, comme tu le dis, la défense en fait était tellement active, toujours entre deux, toujours à fermer les lignes de passe. Par moment, on a l'impression qu'on peut donner des petites balles lobées. Elles ont fini 2 fois en touche par une passe de Rajon Rondo pour Anthony Davis et par une passe de LeBron un peu plus tard, encore une fois pour Anthony Davis. Donc c'est vraiment du crédit à mettre côté Miami. Et donc les Lakers n'ont pas eu la même force intérieure qu'on a vu sur les 2 premiers matchs. T'as raison, crédit sur cette défense de Miami qui était archi active. On voyait des petits, plus petits en tout cas que les Lakers, mais courir de partout. Et surtout, l'option prise franche par Eric Spoelstra de dire sur chaque post-up, on passe devant et à l'opposé, on vient décrocher. Et là, j'ai trouvé les Lakers qui se sont cassés les dents là-dessus. Et je les ai trouvés, à l'image de LeBron, beaucoup trop impatients sur cette attaque-là, sur une défense un peu bâtarde, certes, mais je les ai trouvés très impatients. D'où les ballons très rapidement dans les tribunes. Et aussi une attitude un petit peu nonchalante. Et en face, quand tu tombes sur une défense bien organisée comme ça, tu te mets en difficulté. C'est ce qu'ont fait les Lakers. Le premier panier du match, c'est pour Bam Adebayo, qui avait l'air d'être à 100%. Il était à 100%. C'était la bonne nouvelle, parce que c'est un match correct. Quand j'ai vu Dragic, je me suis dit, aïe, comment sera Bam Adebayo ? Alors oui, c'était plutôt dans le haut du corps avec son épaule, mais bon, on est toujours, tu vois, on se dit, est-ce qu'il va être à 100%, 80%, 70% ? Et honnêtement, il était en canne, comme s'il n'avait pas manqué les 2 derniers matchs. Peut-être que tu peux avoir des regrets du fait qu'il n'ait pas joué
ces deux derniers matchs, même s'ils ont gagné le match 3. Donc après, un bon match plutôt solide, des problèmes de faute globalement. Un autre homme dans ce début du match qui est très important, mais qui le sera tout au long du match, c'est Quantavius Caldwell-Pope qui a été fantastique d'adresse et de canne dans le match, mais surtout au début du match. Ouais, début du match avec de l'adresse, toujours extérieur. Hein, Caldwell-Pope cantonné à son rôle, mais ça lui va à merveille. Donc de l'adresse, et puis surtout toujours ce travail incessant sur Duncan Robinson, qui lui aussi de son côté fait un bon match. Mais croyez-moi que les paniers de Duncan Robinson, il est allé se les chercher. Ouais, c'est clair. Encore une fois, Caldwell-Pope mène une guerre terrible, se met comme on adore dire, des pelés défensifs terribles, que ce soit sur les pick and roll, sur les mains-mains ou sur le jeu sans ballon. Il est tout le temps dans les jambes. Il sort chaque fois Duncan Robinson des écrans. Il l'oblige à des lectures supplémentaires que simplement attraper, shooter. Et donc un énorme crédit à Quantavius Caldwell-Pope pour ce début de match, mais pour son match dans l'ensemble. Dans ce premier quart-temps, ce qu'on va noter, c'est que LeBron ne tente pas un tir lors des 6 premières minutes et que les Lakers vont perdre 9 ballons dans le premier quart-temps, dont 5 pour LeBron. Comment tu peux avoir une attitude comme ça quand tu es LeBron James et que tu peux rentrer dans un match comme ça avec... autant de désinvolture. Je comprends pas. Après, être maladroit, perdre des ballons parce que tu tentes des choses, je comprends. Moi, il fait une mauvaise première mi-temps parce qu'on a l'impression qu'il n'a pas envie de jouer. C'est dommage c'est dommage quand même. Et c'est ce sentiment. Alors oui, tout le monde va me dire oui, mais en deuxième mi-temps, oui, d'accord, mais ça m'échappe. Voilà, ça m'échappe un petit peu cette espèce de nonchalance. Après, les gens vont me dire attends, en 10e finale, t'inquiète, il connaît la chanson. Et la deuxième mi-temps donne raison à ces gens-là parce que finalement les Lakers sont quasiment souvent devant, mènent la chanson. Et puis finalement, c'est lui qui fait l'écart et qui creuse l'écart en deuxième mi-temps. C'est clair. Certes, maintenant ça marche. Ça a marché là. Est-ce que ça marche ça marchera sûrement sur cette série. Il ira chercher son 4e titre comme ça. Ça n'a pas toujours marché dans d'autres finales, mais en tout cas là, c'est vrai qu'il a l'impression que quand lui accélère, tout le monde le regarde. Il avait l'air frustré, nous dit Mouad, il y avait un peu de ça. Et en fait, ce qui était où il est Carbo, nous dit Caviardinho, peut-être. Mais la réalité, c'est qu'après le match 3, où il a été dominé par Jimmy Butler, ça a été dit partout dans la presse, aux États-Unis, sur les réseaux sociaux, on était sûr que LeBron, au début du match, je parle, il a réagi plus tard, mais au début du match, avait montré qui était le boss. Voilà, et c'est vrai que, en fait, au-delà de son attitude, ne pas prendre un tir sur les 6 premières minutes, c'est quand même très étonnant pour l'homme fort des Lakers, quoi. Ouais, surtout que dès qu'on a eu cette sensation tout le match, que dès qu'il accélérait, c'était panier plus faute, ou à minima, des lancers francs. Dès qu'il a voulu être agressif et attaquer cette défense du 8 qui était plutôt bien en place, ça faisait des écarts terribles parce qu'on rappelle qu'ils sont obligés de jouer encore une fois avec Tyler Hero et Duncan Robinson, que Butler n'était pas tout le temps sur lui et que chaque fois il faisait des écarts terribles. Donc j'ai pas trop compris son début de match. J'ai un peu plus compris sa deuxième mi-temps, en tout cas dans l'agressivité, dans le jeu prend les choses en main, même si quand il fait ça, le jeu des Lakers, c'est très très statique. Les Lakers remportent donc le premier quart-temps 27-22 et au retour de cette fin de quart-temps, Miami enchaîne un 11-2. Un 11-2 avec de l'adresse. Il n'y a pas Anthony Davis sur le terrain. À un moment, il n'y a pas Butler. C'est le seul moment où il va vraiment se reposer. Et on se dit, en fait, même si le premier quart-temps ne donnait que 22 points marqués par Miami, on se dit en fait, Miami est venu avec les bons arguments, avec les bons ingrédients pour essayer de faire bégayer les Lakers dans ce match. Ouais, la rentrée de Bam Adebayo leur fait du bien. Ils assoient un petit peu plus le rebond. Ils ont d'autres options en attaque aussi, avec enfin pour mettre la balle à un grand qui se fait pas sortir au large. Il y a des Bayo, c'est aussi leur meneur de jeu. C'est ça. Puis alors, la chance de Dragic. Peut-être un peu trop d'ailleurs. Par moment, je trouve que là aussi, on s'égare un petit peu. Mais bon, on sait qu'il est capable de le faire. Non, on a senti le hit galvanisé par sa victoire du match 3 et qui se dit, on veut recoller. On le prend celui-là et on revient à 2-2. Et honnêtement, tout le long du match, j'ai trouvé l'attitude générale du hit plutôt bonne. Après la fin de match, pour moi, il y a quelque chose qui m'échappe, on y reviendra. Ouais. Mais il y a quelqu'un à un moment donné qu'il faut qu'il arrête de se prendre pour John Stockton ou Magic Johnson. En attendant, Bam et Olynyk sont vite dans les fautes, c'est ce que j'ai noté là. On arrive à la mi-temps, encore une fois, avec un score plutôt serré. Il se passe rien d'intéressant. Kyle Kuzma fait plutôt une bonne entrée avec 5 points d'affilée. Les seconds couteaux. Green, mais remet deux tirs. Par Pinous quand même, faut pas déconner quand même. Mais il met quelques tirs et aujourd'hui, Danny Green qui met un tir, faut prendre. Il en met même deux. Parce que tu n'auras pas mieux.
Je crois qu'il en met 3 même sur Il en met deux. Sur toute la rencontre. Il a 2 sur 6 il a 2 sur 6, mais il met deux lay-up aussi. Donc Voilà. tant qu'à faire, Il met un dunk. le bon Dany, et il met un dunk en contre-attaque, il met un petit lay-up. On s'est dit il va rater après une interception dans les mains de Rajon Rondo, dans les mains de Bam Adebayo. Donc voilà, pour Danny Green, on va pas lui taper dessus puisqu'il a 10 points et qu'il a fait plutôt son match en 21 minutes. On arrive dans la deuxième mi-temps et c'est vrai que écoute, le score progresse plutôt de la même manière des deux côtés du terrain. T'as pas l'impression qu'il y a une des deux équipes qui prend l'ascendant sur l'autre. À un moment, les Lakers mènent 71-64, tu vois, c'est le plus grand écart du match. Miami fait son match sans aucun souci. En fait, on arrive vite, pas dans un money time, parce que c'est un grand mot, mais en tout cas dans une zone où Miami avait fait la différence sur le match 3, c'est-à-dire qu'il y a moins de paniers, l'air se raréfie, on aime bien dire ça, et c'est le moment aussi où LeBron commence à mettre des tirs externes, il met 2 tirs à 3 points énormes, on se dit « Ah, ça y est, il est enfin entré en ce match ». On lui a refusé un très sévère. Aussi. Ouais, on aurait pu lui donner celui-ci. Ouais, il en refuse un où on est presque frustré parce qu'il vient d'en mettre 2. On a envie qu'il prenne un 3e en mode un petit peu de Jordan 92 face à Portland où on avait envie de le voir prendre un coup de feu à 3 points. Puis ouais, je répète, au talent, parce que cette deuxième mi-temps collectivement en attaque côté Lakers, elle est pas bonne. Oui, balle à LeBron certes, mais c'est beaucoup de jeux statiques. Même Rondo, quelque part, qui est plutôt un mec qui joue juste, fait des choix un peu curieux par moment et un peu perdu parce que ces espèces de pick and roll avec Anthony Davis et l'utilisation donc du ballon de LeBron James et l'utilisation d'Anthony Davis, je la comprends pas. On fait faire des pick and roll à Anthony Davis sur du pick and roll comme si c'était un pur pivot 5. J'ai pas compris. Comme si c'était presque un Dwight Howard ou un Clint Capella, tu disais, à juste titre. Mais c'est pas ce qu'il aime faire, surtout que ses écrans, il les pose pas, donc ça fait des faux écrans dans l'axe, et je sais pas où ils vont arriver, et ils s'en sortent par 2 tirs de LeBron James, à 3 points, par un tir de Caldwell Pope en transition, par un énorme fadeaway d'Anthony Davis, et après un fadeaway encore aussi en post-up de LeBron James. Donc c'est des tirs importants qui commencent à mettre un petit peu des coups derrière la nuque au 8, mais surtout, on en répète, pour moi, c'est pas du tableau noir. Et on va te voir tout à l'heure, Frank Vogel, pour moi, il coache plus là. C'est juste au talent. Et le talent, il était côté Lakers un peu plus. Ils font le choix donc de ne pas faire jouer Dwight Howard dans la deuxième mi-temps, puisque Mark Morris est intronisé dans le 5 de la deuxième mi-temps avec Anthony Davis qui joue poste 5. Mais en fait, on se retrouve un peu dans la même situation que lors du match 3. Ils font un choix, parce que là, c'est tactique. Ou alors, il y a un truc qui m'échappe. Anthony Davis devient soit Clint Capella pour faire des écrans, mais même pas pour la retrouver après la balle, soit devient un Ryan Anderson qui est dans un corner ou à 3 points et qui est très très loin du panier. Alors qu'on est sûr que ses forces, elles sont beaucoup plus proches. Et surtout face à cette opposition. Je suis désolé, quand Jay Crowder, quand Jimmy Butler, quand Henry Godola défend sur toi, ça va être quand même plus simple de les battre quand tu es à mi-distance ou carrément ou quasiment en post-up. Après, peu importe ce que tu fais, que partir à 3 points face à eux, les mecs, ils vont être dans tes jambes. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et après, on a encore vu cette défense du 8 venir fermer très rapidement avec quasiment 3 mecs à chaque fois. Donc très peu d'accès au cercle pour Anthony Davis. Mais là où il pèse aussi dans le match, alors c'est moins bling-bling, hein, mais c'est quand il va au charbon, quand il va peser sur du rebond offensif, quand il va jouer les lignes de fond. Alors, je sais que c'est pas le plus excitant peut-être pour lui, mais en tout cas, quand il veut faire du bien à son équipe, c'est là-dessus. Après, son talent fait que, même s'il est dans le down, il met 3 tirs pour dire merci, messieurs, on se voit dimanche pour finir. Anthony Davis n'a pas pris un rebond offensif. Donc c'est bien la preuve qu'il était sur autre chose. Il est loin du panier. En revanche, LeBron, lui, est allé chercher 2 rebonds sur 7 minutes 30 où Jay Crowder était occupé à faire autre chose. Rajon Rondo aussi en prend quelques-uns. Caruso, évidemment, dans ce match-là, va en chercher quelques-uns. Mais c'est vrai qu'il y a ce moment-là un peu charnière où où les Lakers galèrent un peu. Il y a un 0 sur 8 à 3 points d'affilée dans le 4e quart-temps et LeBron va chercher des rebonds offensifs avec 2 énormes fautes de Jay Crowder. Alors, vraiment, il cherche même plus la balle, il s'en bat les couilles. Ce qu'on peut comprendre dans les fins de match, mais là c'était limite grossier. LeBron s'est pas énervé, même s'il a fait ses petits blairs, on connaît, à se relever, à faire rien. Mais ça montrait aussi que Miami, qui, on l'a dit combien de fois, parmi les facteurs importants de la série, doit verrouiller son rebond, et ben il se faisait aussi baiser sur ses rebonds offensifs. Par les petits. Crowder s'oublie 2-3 fois sur des rebonds offensifs. On voit que dans le moment clé, quand il reste 4 minutes, on voit que après c'est un peu les limites aussi de ce Miami. C'est-à-dire qu'il lâche pas mal de rebonds offensifs, trop, avec Rondo et LeBron. Et puis surtout, Tyler Herro et Duncan Robinson, ils donnent 2 lay-ups, notamment un très important. Duncan Robinson prend un drive de KCP sur des cannes. Et après, Rondo va mettre aussi, lui, un drive sur Duncan Robinson. À ce moment-là du match, sur une finale NBA, c'est interdit de donner 2 lay-ups
franc comme ça à des mecs. Après, voilà, on sait que c'est des jeunes joueurs, on sait que défensivement, ils sont pas encore capables d'accepter le défi. Tyler Herro fait un super match. Mais des fois, sur 2-3 loops, quand on voit des drives, même si c'est LeBron, on voit qu'il n'a pas envie non plus d'accepter le combat. Bah, c'est des choses à travailler pour la suite. Mais en tout cas, ces 2 lay-ups-là, ils font très très mal au 8 aussi. Pour revenir sur Anthony Davis, il y a 2 choses importantes aussi dans son match. C'est que son premier lancer franc arrive à 47 secondes de la fin du 3e quart-temps. Alors on voit ses stats effectivement, mais Anthony Davis qui va pas sur la ligne, ça montre son manque d'agressivité, son manque de ballon aussi parce que c'est quand le premier lancer franc? C'est la fin 47 secondes de la fin du 3e quart-temps. C'est terrible ça quand même, Tom. C'est incroyable. Il a pas la balle, il va jamais au layup, donc ça fait beaucoup. Hein. Cette stat, on peut pas juste la dire sans l'analyser. Tu peux me c'est pas normal de voir Anthony Davis shooter ses premiers lancers francs à la fin du 3e quart-temps. Sachant que les Lakers, en règle générale, dans ce match-là, ont shooté peu de lancers francs. On sait qu'à un moment donné, il y avait 14-3, donc 14 tirs au lancer franc pour Miami, et 3 seulement au tout début du match par LeBron. Donc c'était, tu vois, la preuve aussi que les Lakers manquent d'agressivité sur des drives. Pas que, ça veut dire qu'aussi, oui, il y a un manque d'agressivité, mais aussi tactiquement, je pense, où Frank Vogel se trompe clairement. Parce qu'on sait que c'est très important au basket d'aller sur la ligne, de provoquer des fautes. On a vu qu'Adebayo, à un moment donné, est à 3 fautes assez rapidement, puis après 4. Donc, ils auraient pu causer plus de problèmes sur les fautes à cette défense du Heat, qui était bien en place avec ses flottements à l'opposé, qui vraiment réduisait beaucoup les espaces et l'accès au cercle. Et là-dessus, la seule réponse qu'on a trouvée, c'est de mettre tout le monde en fer à cheval au large. Moi, j'ai énormément de mal. Alors, je ne sais pas si le message de Frank Vogel ne passe pas, parce qu'on voit qu'en deuxième mi-temps, c'est LeBron qui fait tout. Comme souvent. Voilà, ou alors, si c'est vraiment l'option Frank Vogel qui décide ça, il n'empêche que. Je te dis, heureusement que le talent ce soir et que les tirs de talentueux font la différence. Autre chose sur Anthony Davis, c'est que c'est lui qui se charge en direct de prendre Butler. C'est un choix clair des Lakers. Le vis-à-vis défensif de Jimmy Butler, ça a été Anthony Davis. Et je comprends cette tactique, c'est qu'ils imaginent que Jimmy Butler, qui décide de ne plus shooter à 3 points, il a tiré une fois à 3 points, mais c'était sur une fin des 24 ou un truc comme ça, je vérifie. Il tire quand même 3 fois à 3 points, mais bon, sur des trucs... pas lui, quoi. Il y a plein. Pourtant, il est capable. Il préfère aller jouer sur des pénétrations. Et on va parler de cette fin de match où Jimmy Butler prend sur lui le destin de son équipe, j'ai envie de te dire. Il joue des pénétrations, il joue des 1 contre 1. Et en fait, il convertit très peu parce qu'il préfère soit chercher des passes à l'opposé, continuer à impliquer ses mecs. Alors que nous, on a l'impression qu'il doit absolument marquer les derniers paniers. Moi, je veux bien. Hein. Je pense que si LeBron James fait la même fin de match. Et ça lui est arrivé, hein, à LeBron. Ouais, et il en a fait. Si LeBron James fait la même fin de match que Jimmy Butler, il se fait désosser par tout le monde. Alors moi, je vais désosser Jimmy Butler. Parce que je suis très déçu. Et Jimmy Butler, sur le 4e quart-temps, on voit ses stats, hein, il frôle le triple-double, très bien. Incroyable. Moi, sur le 4e quart-temps, Jimmy Butler m'a fait chier. Voilà. Son côté, à un moment donné, il s'est pris pour le joueur qu'il n'est pas. C'est-à-dire à vouloir faire des passes, à vouloir chercher. Ou finalement, scorer était la dernière de ses options. Secondaire. Secondaire. Et ça m'a fait chier. Oui, il y a eu beaucoup de changements où Anthony Davis s'est retrouvé sur lui. Mais à un moment donné, tu peux l'amener au large, tu peux plus le provoquer. Combien de fois il passe sous le cercle, il n'essayait pas de faire de feinte, il prenait des shoots, chaque fois quand il a pris des shoots, souvent là, dans le 4e quart-temps, vraiment. C'était vraiment forcé parce qu'il était tout le temps à vouloir aller chercher. Le petit Tyler Herro, il fait un super match. Duncan Robinson fait un bon match. Mais tonton, et tu le revendiques, et c'est ton ADN première, c'est que les fins de match, quand c'est chaud, c'est à toi à prendre les tirs, à faire des plus de toute la ligue, faire la bascule. Clairement. Et il n'y a pas plus loin qu'il y a 2 jours dans le match 3, il met des gros tirs et la bascule, elle vient de lui. Et je ne comprends pas pourquoi il n'a pas voulu, alors que le scénario était à peu près le même, réitérer, de dire je préfère que Miami perde avec Jimmy Butler qui prend les tirs et qui les rate, plutôt que Jimmy Butler qui veut se prendre pour Magic Johnson. On est archi d'accord. Après, je pense aussi que là, pour le coup, la tactique défensive des Lakers a marché. On se rappelle qu'au match 3, moi, je continue à être choqué du fait que ils n'ont rien essayé défensivement. Il a eu plein de lay-up, plein de 1 contre 1, sans personne autour, où vraiment il faisait absolument ce qu'il voulait. Et comme c'est un joueur fantastique, il met 40. Là, aujourd'hui, Anthony Davis est capable d'être, tu sais, quand il est à la ligne des lancers francs, allez, on va à 5-6 mètres, il est capable, avec ses longs bras, d'être bien dans les espaces et de lui donner voilà, trop de tirs. Ça marche. Hein. Et il y a aussi des cons d'Anthony Davis, donc même sur les lay-ups, peut-être que ça lui est un peu rentré dans la tête. Moi, je vois pas autrement. Si j'entends, tu vois, et on a même l'impression qu'il préfère faire des passes, mais c'est peut-être parce que il a cette impression que Anthony Davis est un super défenseur et il va le contrer, quoi. Adebayo revient, fait un match plutôt correct. Duncan Robinson est plutôt bon, parce qu'il est très bien défendu, il est plutôt bon. Tyler Herro a des très bons passages, il est bon aussi. Mais à un moment donné, c'est lui qui doit faire la bascule. Là, après, on va en demander trop aux petits. Donc, c'était à lui à faire la bascule. Mais regarde, 8 sur 17 au tir,
c'est pas mal, c'est bien même. Hein. Mais moi, 17 tirs, Jimmy Butler, je veux pas que Jimmy Butler shoot 17 fois. Je veux que Jimmy Butler shoot 22, 25. 23, 25 fois. Voilà. Il manque pour moi 8 tirs à Jimmy Butler. Et c'est 8 tirs il doit en prendre au moins 5 ou 6 dans le dernier quart-temps. Il n'a pas pris assez. Et le Heat perd à cause de ça. Et pourtant, c'est dur de dire ça quelque part. Parce que c'est ce qui fait leur force aussi. Oui, non, mais quand c'est LeBron James qui fait ça, mais là, c'est pas on est très dur avec LeBron aussi. Mais moi je ne juge pas LeBron comme un joueur normal. Non, mais moi, je ne juge pas non plus Butler comme un joueur normal. C'est aujourd'hui un joueur qui a amené cette équipe en finale, qui a quand même un talent incroyable, qui nous a fait kiffer. Justement, et c'est un mec qui revendique ses fins de match pour être un tueur. Là, je trouve qu'il s'est perdu dans son truc de je veux faire jouer tout le monde, je veux impliquer tout le monde. C'est très bien d'impliquer tout le monde. À 4 minutes de la fin, on n'est plus là pour impliquer qui que ce soit. On est là pour gagner les matchs. Et je trouve qu'il s'est un peu perdu là-dedans. Surtout que s'il est agressif, les mecs vont peut-être un petit peu plus monter sur lui. Et que derrière, ça va libérer des espaces. Il y a des trucs que j'ai pas compris. Il peut se créer son tir à mi-distance ou même à 3 points, plus à mi-distance en ce moment. Et il l'a pas assez fait. Anthony Davis, il l'a pas assez fait défendre. Et il l'a surtout attendu chaque fois pour le gêner sur des contres ou même juste pour le gêner. Donc, il allait chercher des passes. Voilà, je suis très déçu en tout cas de ces 4-5 dernières minutes de Jimmy Butler. Il y a de la déception. Alors peut-être qu'il y a de la fatigue. Il joue 42 minutes encore. Il avait joué 45 au match d'avant. Peut-être, mais bon, le résultat c'est le même. Hein. Oui, non, mais Jordan aussi prenait des 40 minutes. Non, mais il peut jouer 48. Hein, mais LeBron prend des 40. Ça peut être un facteur comme un autre. Après, il se démerde avec sa fatigue. De toute manière, tout à l'heure, tu disais que c'était la victoire du talent. Qui, dans le chat, va dire le contraire. Les Lakers n'ont pas proposé un basket fantastique. Ils sont retombés dans le LeBron qui driblaille. Effectivement, il a fait ça toute sa carrière. Il met 2 tirs à 3 points, mais il envoie aussi 3 sauciflards à 10 mètres et on ne comprend pas ce qui se passe en attaque. Absolument. Et donc, on se retrouve encore dans ces similés d'écran où Anthony Davis déjà il peur à ce moment-là, toi, quand tu vois LeBron prendre ses tirs, il en met 2, mais derrière, il a 3. Alors ça, c'est tôt, en vrai. À un moment, ils sont à 0,8 à 3 points. Les Lakers, il ne se passe rien dans le 3e quart-temps, je crois. Ou dans le 4e. Dans le 4e, ils sont à 0,8 à 3 points, ou 0,9 même, ça monte. Il ne se passe plus rien en attaque. Tu as eu peur à ce moment-là pour les Lakers? Non, j'ai pas eu peur. Tu sais, j'ai pas eu peur, peut-être parce que je sens pas que c'est des finales, donc c'est un peu. C'est chiant avec ça. Ah, mais c'est une réalité. J'ai pas eu peur en tout cas. Mais LeBron a toujours fait ça. Je continue à croire que si j'avais été coach de cette équipe, j'aurais demandé un peu de mouvement, j'aurais demandé un peu de jeu, même de LeBron au post-up, parce qu'on sait que ça va déclencher des trucs. Soit personne ne vient l'aider, le défenseur qui défend sur lui, et il va le jouer, il va aller provoquer des fautes. Soit il y a un deuxième mec qui vient, et il y aura forcément un décalage. J'ai pas eu peur, mais il y a toujours cette partie de LeBron qui est capable de phagocyter une fin de match, comme on l'a vu sur le match 3, et donc faire perdre l'équipe. Mais bon, en vrai, ça tombe plutôt du côté de LeBron dans ces cas-là, et il a su s'appuyer sur des mecs qui étaient très en forme, et Caldwell Pope, d'ailleurs, est à mettre clairement en avant. Caldwell Pope est fantastique, fantastique sur ce match-là. Moi, il m'a bluffé, hein. Très fort. Il m'a bluffé. Très fort. Ça marche pour Markieff Morris aussi, qui est capable de mettre de gros tirs. Markieff Morris, ça fait 2 fois. Markieff Morris, pardon. Ça fait 2 fois qu'il est fort là sur le match 3. Il avait été bon à droit surtout. Là, j'ai trouvé vraiment bon. Et en sortie de banc, et le banc d'ailleurs des Lakers est largement dominant par rapport au banc du 8. Tout à fait. D'ailleurs, on peut les citer. Hein. Maurice est à 30 minutes, 9 points. Kyle Kuzma est à 9 points. En 19 minutes seulement, Caruso a été très bon encore, 7 points. Et Rajon Rondo aura marqué qu'un seul panier dans ce match-là. Il était à 0,6 avant le petit lay-up à la fin. Mais on sait combien le maestro Rondo est important pour la construction des attaques. Ça n'a pas été le meilleur Rondo des finales. Non, il y a 2 jours, il y a 4 jours, il était à 16 et 10, forcément. Mais en tout cas, c'est peut-être le seul qui a essayé de donner la balle à l'intérieur à Anthony Davis. Donc en ça, c'est une prouesse, puisque visiblement, il s'en fiche, côté Lakers, de donner la balle au grand dadé à l'intérieur. Après, Anthony Davis, il met des tirs, mais son dernier tir là, sur Adebayo à la fin des 24, voilà, oui, tu le dis, c'est le talent, point. Parfois, c'est simple, le basket, c'était un gars trop fort, tu lui files la balle. Le fade de Wade LeBron à un moment donné sur le post-up, qu'on aurait préféré voir un peu plus, cette position basse. Aussi. Moi, LeBron est un très fort joueur en post-up. Je trouve qu'il n'utilise pas assez cette option-là. Alors, quand il est un peu chaud, qu'il arrive à mettre 2-3 paniers à 3 points d'affilée, on sait que ça va être des séquences de 1 minute 30, 2 minutes où il va être chaud. Mais moi, je pense que LeBron, ils ont 2 joueurs très forts, très techniques, bons passeurs en plus aussi sur ce post-up-là, qu'ils n'utilisent pas du tout. Ils ont des bons joueurs, en plus sans ballon. Caldwell Pope, Danny Green sont toujours dans les corners. Caruso adore faire des coupes. Kyle Kuzma, pareil, est toujours disponible dans le jeu sans ballon. Mais si tu mets pas cet ancrage bas-là, même si le hit a anticipé avec les mecs qui passaient devant, un peu de patience. Le hit a été très fort là-dessus, mais sur le premier quart-temps. Mais tu vas les user à la longue. Et je trouve qu'ils n'ont pas assez appuyé là-dessus. Est-ce que tu comprends le peu de temps de jeu de Dwight Howard?
Bah, c'est un choix, oui, je le comprends, parce que Frank Vogel, en fait, ne compte pas là-dessus. Ne compte pas sur les qualités de Dwight Howard. Donc, en plus, surtout, Maurice est bon depuis 2 matchs, donc il semble vouloir un petit peu réduire un petit peu la taille et jouer juste avec Anthony Davis en vrai mec à plus de 10. J'aurais pas fait ça. Maintenant, c'est lui le coach NBA. Et puis surtout, aujourd'hui, on n'en est plus à dire est-ce qu'il a raison, est-ce qu'il n'a pas raison. On en est à faut gagner des matchs. Aujourd'hui, les Lakers, il ne reste plus qu'un match à gagner. Donc, visiblement, leur meilleur line-up, c'est avec Markieff Morris et Rondo. Selon Frank Vogel, et le score lui donne raison. Même si à voir, des fois, on se pose des questions, on s'interroge. C'est pour ça qu'on est là. Mais aujourd'hui, quand tu es en finale NBA, tu n'en es plus là à faire des ajustements profonds. En tout cas, tu en es là à dire moi, je crois en ça. Et hop, je gagne avec ça, et bravo. Pour l'instant, il y a 3. Pour l'instant, il y a 3, même si les blessures font que ça a un peu changé cette série. C'est l'heure de voter pour l'homme du match. Alors, dites-nous dans le chat. D'abord. Non, j'ai envie d'avoir l'homme du match d'abord. L'homme du match, du coup, dites-nous, pour vous, qui est l'homme du match un joueur des Lakers, j'imagine. Est-ce que c'est plutôt LeBron, Anthony Davis ou KCP? Sachant que c'est des trucs très différents. Ouais. Toi, Erwan, tu votes pour qui? Je vais sur LeBron quand même. Parce que c'est lui le meilleur scoreur du match et c'est lui qui, quand même, par son coup de chaud, va créer un écart que le Heat ne va jamais combler. Même s'ils vont revenir à 5-6 points, il va avoir les ballons pour revenir même à une possession. C'est quand même LeBron, par son influence, qui va faire vraiment l'écart dans le troisième quart-temps. Le N1 qui, même à un moment donné, quand c'est chaud, Taylor Hero met un 3 points. Derrière, il va splitter l'écran sur Duncan Robinson, mettre ce N1 avec déjà encore un attentat de Crowder. Donc non, pour moi, c'est LeBron le MVP de la rencontre. J'ai adoré KCP, mais c'est quand même dans un rôle de soldat, mais très important. Et Anthony Davis sauve son match au talent. Mais j'ai tellement envie de le voir beaucoup plus au combat. Alors. J'ai tellement envie de le voir beaucoup plus au combat. Il était très fort défensivement, Anthony Davis aussi, c'est important. Ouais, il a gêné, oui, d'accord. Mais je suis désolé, d'Anthony Davis, c'est pas Dwight Howard dont on parle. On parle d'Anthony Davis. Pour moi, il doit rayonner beaucoup plus que ça. C'est sûr. Un rebond offensif, c'est pas normal. 0 rebond offensif. Moi aussi, évidemment. Moi, je vais plutôt du côté de LeBron. Dans les commentaires, il y a eu pas mal de KCP, mais au global, c'est quand même LeBron. Au-delà de ses stats, il rate encore une fois le triple-double de peu. Il lui manque 2 passes. Il y a une autre stat aussi. Il est à 5 pertes de balles à la mi-temps. Il n'en perd qu'une seule dans la deuxième mi-temps, sachant qu'il a tous les ballons. Il n'y a que Rajon Rondo, heureusement, que de temps en temps, qui vient lui chipper la balle à la création. Donc, LeBron, pour moi, est le MVP. Mais tu vois, je fais une distinction entre qui est le MVP du match. LeBron, il n'y a aucun problème. Mais à la fin du match, dans le vestiaire, c'est KCP que tu vas saucer de ouf. Tout à fait. Tu vois, on connaît dans le vestiaire, parfois, il y a un gars, il sort de nulle part. Et voilà, c'est la star du soir. On lui donne le ballon même, tu sais. Tout le monde l'a signé, on lui donne. 15 points, clairement, 3 rebonds, 5 assists. Et puis tu dis des paniers à des moments clés. Ouais. Le tir dans le corner. Le 3 points dans le corner, il fait énormément de bien. Et le layup fait aussi beaucoup de bien. Tu peux me donner le plus-minus de Anthony Davis et de LeBron James? Eh bien, Anthony Davis, attention, tu dirais combien? À plus 17. Eh ben, il a plus 17, tout pile. Et LeBron est à moins 2. Ah, bah en fait, tu le savais. Non, parce que je l'ai vu dans le chat, mais je voulais justement... Question rhétorique, mon ami, d'accord. Je voulais avoir ton nom, mais en fait, Ah ouais, okay. Non, je voulais surtout te lancer. Ah oui, très bien. On n'est pas là pour te... Si, t'as envie de me niquer, je l'ai sorti. J'ai poussé une fois dans les escaliers, je le regrette. J'ai perdu l'enfant, en plus. Comment on peut l'expliquer, ça? Bah écoute, par rapport au temps de jeu, si tu veux que je te dise une réponse tout à fait bateau, Anthony Davis, c'est sur le terrain, sur les bons moments des Lakers. Et LeBron, par exemple, quand il y a le 11-2 du début du deuxième quart-temps, il est sur le terrain et pas Anthony Davis. Donc voilà, de toute façon, les chiffres, il faut toujours aller voir plus loin que les chiffres. Que surtout le plus-minus. Voilà, surtout le plus-minus. Un chiffre. Tout à fait. Par exemple, côté Miami, on pourrait citer Tyler Hero qui met 21 points parmi les très bons joueurs. Il est à moins 13 de plus-minus, par exemple. Donc effectivement. Je regardais un peu la bataille au rebond. 42 pour les Lakers, 39 pour le Heat. Donc, ils ont été vaillants. Mais ça fait 2 matchs en fait qu'ils ont plutôt réglé ce problème du rebond. Du rebond offensif. Là, ils y sont en première mi-temps, notamment, on les a vus, et ils étaient à 5 au rebond. Tout à fait. Mais tu vois, sur la durée, ils ont quand même fatigué. Ils tiré la Caruso, et sur la fin, quelque part, tu lâches 3-4 rebonds offensifs. Et c'est ce moment-là où tu as les ballons t'as les tirs ouverts. Butler a un tir ouvert à 3 points, mais ça tire un peu la langue. Et sur les fins de match, c'est là que ça compte. Et que le poids de toute la rencontre, il pèse là-dessus. Absolument. On va sur les tops. Voici ce qu'on a concocté. Vous nous dites ce que vous en pensez, chers amis, dans le chat. Voici les tops. Donc LeBron, évidemment. LeBron, donc le MVP, son 3e quart-temps et sa gestion de la fin de match, j'ai envie de te dire... prouve qu'il est MVP de ce match-là. Donc le supporting cast, on peut rester un peu là-dessus. Donc on a parlé de KCP qui est notre 2e MVP quelque part. Mais quand on dit supporting cast, notre MVP de cœur. Tout à fait. C'est Danny Green qui, mine de rien, fait son petit match, même s'il envoie une grosse bricasse à un moment. C'est bien. Caruso fait encore son match. Kuzma et Markieff Morris. Le supporting cast des Lakers, ça a été au niveau. Ouais, vraiment. Ils font aussi basculer la rencontre.
parce que LeBron est MVP de la rencontre, mais il a un gros moment, on l'a dit, dans le troisième quart-temps, mais il a une première mi-temps catastrophique, on va le voir dans les flops, il me semble. Il gagne aussi parce que le banc domine complètement le banc du Heat. Et le banc ou le supporting cast, parce que Caldwell Pope au sens large start, mais Kuzma met des gros tirs, Markieff Morris est bon, Caldwell Pope en a parlé, même Danny Green met 2 paniers à 3 points qui font du bien, il met 10 points. Donc voilà, tous les soldats ont apporté ce qu'il fallait. Ça n'a pas été forcément le cas côté Miami. Olynyk passe au travers, il y en a plein d'autres, quoi. Kendrick Nunn fait une bonne première mi-temps, il est inexistant en deuxième. Et alors pourquoi on a mis Tyler Hero dans les tops? Tyler Hero parce qu'il a les épaules. Alors, il a toujours un petit peu de déchets. Il est encore frêle et on voit qu'il. Et défensivement, c'est une cible. Qui souffre quand même, mais il a quand même des épaules, pour pas dire autre chose. Il est kiffant, quoi. Il met des tirs. Il remet le Heat vraiment dans le match avec des gros paniers, des gros tirs, et avec pas mal de provocations aussi pour aller sur la ligne des lancers francs. Il a en tout cas maintenu le Heat jusqu'à 3-4 minutes de la fin en vie. Et c'est là que Jimmy Butler aurait dû prendre le relais. Donc voilà, on voulait sortir plus Tyler Hero que Jimmy Butler, même si Jimmy Butler, statistiquement parlant, et même fait quand même un match correct, mais j'en attendais plus de ce leader charismatique qu'est Jimmy Butler. Absolument. Alors allons sur nos flops qu'on allait chercher, et j'imagine qu'on va retrouver la première mi-temps de notre ami LeBron James, qui nous a déçus, j'ai envie de te dire. On vraiment dissocie la première et la deuxième mi-temps de LeBron. La première et la deuxième. La première mi-temps, on a vu ses stats, 8 points, peu de tirs tentés, et surtout 5 pertes de balles, et des pertes de balles grossières, quoi, des balles en touche, mais il en fait de temps en temps, hein, et même un peu trop souvent. Donc la première mi-temps de LeBron dans les flops. Ouais, la première mi-temps de LeBron dans les flops, on l'a dit, mais on peut le répéter. Moi, je comprends pas qu'il puisse rentrer dans ce match comme ça, sans parler de marquer des points tout de suite, mais déjà d'avoir une attitude un petit peu plus... de dégager quelque chose d'un peu plus serein pour lui et pour son équipe surtout. Honnêtement, j'ai été très surpris, surtout après une défaite, qui rentre dans cette première mi-temps, dans ce premier quart-temps même, comme ça, très nonchalant, sans vouloir prendre un tir, presque comme s'il était un peu énervé en disant démerdez-vous. Et puis derrière, c'est un peu Bonnie and Clyde, tu vois, LeBron James là-dessus. Donc voilà, ça reste l'un des meilleurs, le meilleur joueur de l'histoire avec Michael Jordan. Et moi, quand je le vois faire des premières mi-temps comme ça en finale, ça me gêne. Beaucoup de gens se demandent pourquoi on a mis Frank Vogel dans les flops. Ah ben, on va vous expliquer. C'est une bonne question. Et pourquoi le coach gagnant ouais, parce que c'est une bonne question, mais je vais t'essayer de répondre parce que c'est toi qui as incité pour te le mettre. Bah oui, alors évidemment, victoire, défaite, c'est important par rapport à l'analyse derrière, mais il n'empêche qu'il y a pas mal de choses qu'on ne comprend pas. Et parmi tout ça, il y a certaines rotations. Évidemment, l'idée qu'il ne décide de ne pas jouer grand. Alors visiblement, Dwight Howard ni Javel McGee ne sont pas assez bons, en tout cas n'ont pas assez d'impact pour Frank Vogel, et donc il préfère Markieff Morris, qu'on peut entendre, mais c'est surtout tactiquement. Moi, si j'avais été coach, et je l'ai dit tout à l'heure, mais je demanderais énormément de post-up à LeBron et à Anthony Davis, quitte à parfois en abuser. Alors si ça ne marche pas, je comprendrais toujours que tu changes, mais moi je crois vraiment que l'idée que LeBron soit là à dribblailler à la ligne médiane avec un faux écran d'Anthony Davis qui les pose pas vraiment, qui crée pas trop de décalage, et il n'y a pas trop de mouvement. Qui n'est pas le plus grand poseur d'écran de l'NBA. Hein. Il n'a pas trop envie de les poser. Hein. Parfois il touche vite fait comme ça une hanche et après il se barre. On est loin de Steven Adams. Hein. Ouais, et parfois j'ai cette impression quand même que Frank Vogel arrête de coacher. Donc laisse ces mecs sur le terrain. Et autre chose, c'est que sur les 2 premiers matchs, ce qu'on a adoré des Lakers, c'est qu'ils ont dominé à l'intérieur, ils ont dominé physiquement. Et ce qu'on aime beaucoup moins depuis le match 3 et le match 4, c'est qu'Anthony Davis est donc un joueur extérieur qui ne fait que ça, quoi. Et ça, ce que tu dis, c'est archi intéressant. C'est que revenons, il n'y a pas si longtemps, jours, hein. sur le premier et le deuxième match, comment il fait souffrir le Heat par justement son activité autour du panier, sur du post-up, sur le jeu sans ballon, sur la ligne de fond. Alors c'est vrai qu'ils attaquaient, il y avait l'attaque de zone qui peut-être, sur les attaques de zone des Lakers, sur leur système, Anthony Davis est plus proche du panier. J'ai pas l'impression qu'en tout cas, sur l'attaque de zone et sur l'attaque homme à homme, ça soit non plus des systèmes complètement différents. Mais en tout cas, sur ces 2 premiers matchs, Anthony Davis pèse et fait 2 matchs énormes, pèse terriblement parce qu'il est proche du panier avec un peu d'adresse. Et depuis 2 matchs, il passe sa vie au large. Alors, sur le match 3, il n'est pas du tout à droit. Sur le match 4, il sauve son match en deuxième mi-temps avec 3 gros tirs. Mais il n'empêche qu'il y a des moments, on ne le voit pas assez. Il est trop mal utilisé. Il y a Andy Newton qui dit, et il dit c'est un 3&D maintenant. C'est tellement ça. Ouais, c'est trop chelou.
Mais il vaut pas mieux que ça. C'est Anthony Trevor Davis. Ariza, quoi. Ouais, c'est Trevor Ariza. Non, mais dites-nous ce que vous en pensez, vous. Mais moi, je continue à croire qu'Anthony Davis, et c'est pas une question de zone, pas zone, parce qu'ils font plus de zone Miami. Ils font une défense clairement, très dans l'aide et très sur les superstars à essayer de bloquer la raquette. Mais justement, en fait, c'est ça l'idée, c'est que si Anthony Davis avait plus la balle comme ça, il pourrait décanter autre chose, parce qu'il y aura forcément des prises à deux s'il commence à enchaîner les paniers. S'il va souvent sur la ligne, il y aura forcément des prises à deux, donc des décalages simples. Rappelons cette stat qui, pour moi, est très significative. Premier lancer franc du match, fin, il reste 40 secondes dans le troisième quart-temps. Qu'est-ce que fout Anthony Davis jusqu'à ce moment-là? Et il joue peu de ballon, hein. Je trouve qu'il joue très peu de mais ballon. il joue peu de ballon parce Non, mais il joue peu de ballon. Enfin, tu vois, c'est un constat. Et ça, encore une fois, Frank Vogel est dans les flops. Mais mon gars, faut dessiner des trucs en disant, écoute, les 5 prochaines attaques, on donne la balle à Anthony Davis. Parce qu'on n'a pas envie de tomber que sur Anthony Davis, t'as raison, parce que l'utilisation d'Anthony Davis, elle revient à Frank Vogel et à son staff. Et là, honnêtement, je comprends pas. Alors oui, ils gagnent et ils ont pris une vraie option pour être champion NBA, donc c'est compliqué de tomber sur des coachs gagnants, surtout en finale NBA. Mais il n'empêche que moi, Anthony Davis peut faire 1000 fois mieux que ça. On l'a vu tout au long des playoffs. On sait qu'il peut mettre des tirs extérieurs, mais Anthony Davis en post-up, ou à mi-distance, il est inarrêtable. Ah ouais. Donc là, je comprends pas, il se perd un peu. Est-ce que tu trouves pas aussi qu'Anthony Davis, il a du mal à prendre ses positions intérieures? Ce soir, en tout cas, je l'ai trouvé. Il s'est fait un petit peu bouger. Alors, c'est bien que tu me demandes ça, parce que souvent les gens pensent que t'es grand, c'est facile de prendre une position basse. Faux. Parce que justement, des petits trapus, comme il y a beaucoup à Miami, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont plus véloces, plus rapides, et ils passent devant. Et même si t'es un mec plus petit que toi, c'est quand même chiant. Ça veut dire que le passeur, du coup, au lieu de faire une passe simple ouverte comme ça, faut qu'il lobe la passe, donc c'est techniquement plus compliqué. Et surtout qu'à l'opposé, c'est une défense collective, à l'opposé, les mecs décrochent, donc tu dois faire une passe lobée quasi parfaite. Et donc, c'est jamais simple non plus de poster des mecs plus petits que soi. Il n'empêche que tu es Anthony Davis et pas Aaron Abotret, et qu'à un moment donné, tu dois toi aussi faire les efforts de lutter poste bas, de lutter en avant, en amont, et c'est pour ça que la réduction de distance au basket est très importante. Regardez Caldwell Pope dans un autre duel. Chaque fois que Duncan Robinson veut prendre des écrans, c'est d'abord Caldwell Pope, la plupart du temps, il va contacter Duncan Robinson pour le sortir des écrans. Et là, Anthony Davis, quand il veut poster, il va pas toucher son défenseur. Donc le mec passe devant. Par contre, s'il vient d'abord le toucher, ouvrir sur lui et lutter ensuite avec les grands bras qu'il a, là, forcément, le mec pour passer devant, ça va être beaucoup plus compliqué. Et il y a une autre réalité, c'est que si ton défenseur défend bien, ce qui est le cas pour Miami, t'as une autre solution. Il y a une autre solution qui peut être très simple, mais pour ça, il faut que tu tiennes ton gars. Et moi, c'est ce qui m'embête un peu dans les prises de position intérieures d'Anthony Davis, c'est que j'ai toujours l'impression qu'il est en train de subir. Et ça s'explique, Jack Roder est plus petit et plus costaud, et donc du coup, tu prends plein de coups dans les hanches, des coups de fesses là dans les hanches, t'es là toujours à... Mais ça, tu descends un peu sur les appuis, voilà. Hop, descends, un petit halo, hop, un petit descends ton popotin. Mais pour ça, c'est ce que Joachim Noah faisait très bien. Et c'est ce que Hassan Whiteside fait très mal. Par exemple, il déteste faire ça. Toujours raide comme ça, donc tu te fais bouger, même par des plus petits. Par contre, si tu demandes au Shaq qui était très grand, le Shaq, je peux te dire qu'il venait contacter ses défenseurs. Mais le Shaq est un très mauvais exemple. Oui, non, mais puisqu'il démontait tout le monde. Mais il ouvrait fort, donc il y a aussi une dimension de lutte, de combat, dans le bon sens du terme à avoir, qu'Anthony Davis n'a pas. Parfois n'a pas. Parfois perd, tout à fait. Je réfléchis à la suite des événements. Il y a donc 3-1 pour les Lakers. Ils ont pris une très sérieuse option. Tu disais avant le match que c'était clairement un match charnière. Tu avais raison, puisque s'il y a 2-2 et s'il y a 3-1, c'est qu'est-ce qui se passe sur... Danny Green, on dirait que quand il court, on dirait qu'il a peur de faire du bruit. Peur de faire du bruit et les bottes de la dernière fois. Quelqu'un a dit qu'il courait avec des bottes. Il joue en Santiago. Incroyable. C'est vrai qu'il est toujours un peu sur la pointe des pieds comme ça, comme s'il était rentré à 5h du mat, bourré, qu'il avait rien dit à sa meuf. Donc oui, 3-1 pour les Lakers, comme on disait. S'il y avait eu 2-2 pour Miami, ça aurait absolument tout changé. Là, la voie est royale pour les Lakers. Quels ajustements tu ferais, Erwan, si tu étais Eric Spoelstra pour le match 5? Moi, j'ai bien aimé ce qu'on proposait le 8 tactiquement, cette défense en première mi-temps qui est pas vraiment une zone, mais qui est pas vraiment une individuelle, avec beaucoup d'aide, où on passe devant, où on est très solidaire. J'ai beaucoup aimé l'activité, les mains actives. On a beaucoup de mouvements. Moi, je trouve qu'il n'y a pas grand-chose à changer. Je pense que, par contre, le Heat, il va falloir que maintenant qu'ils sont menés 3-1, quand ils ont une petite fenêtre pour prendre les matchs, comme il y a eu sur le match 3 et comme il y a eu sur le match 4, il faut qu'ils la prennent. Et ce soir, j'ai l'impression, si j'étais un fan du Heat ou même un joueur ou un coach, je serais frustré parce que cette petite
porte, je ne l'ai pas joué à fond. Après, tu la joues, tu la perds. Mais ils ont eu les tirs, ils ont eu les attaques par moment pour venir à une possession ou pour passer devant. Et ils les ont pas vraiment joués, ils les ont pas vraiment tentés en prenant des tirs dans fin de possession un peu casse-croûte ou voire des pertes de balles. Je crois que le hit, tactiquement, est plutôt bien en place. Clairement. Mais ça, depuis le début de l'année et notamment dans la bulle. Maintenant, ça va se jouer sur des moments clés. Et quand il reste 3-4 minutes et que tu es à -4, +2 ou -1... Là, il faut que ça soit un petit peu plus hiérarchisé. C'est Bala Butler, quitte à faire de l'ISO. Mais voilà, c'est sur ces moments-là qu'il va falloir être plus fort. Après, défensivement et la gestion du match, moi, j'ai pas grand-chose à... Non, c'est je sais pas si tu es d'accord avec ça. Non, si, je suis d'accord. Ils ont le plan de jeu, ils ont les rotations. Spoelstra a des rotations bien établies. Ils font ce qu'il faut pour être là où ils veulent, c'est-à-dire face à une équipe plus forte, dans une fin de match où ils peuvent avoir une chance de gagner. Et ils ont une chance de gagner aujourd'hui et ils la saisissent pas. Voilà, parfois c'est très con le basket, mais s'ils font exactement le même match au match 5 et qu'à la fin ils gagnent, ben voilà, on dira bravo. Mais ils font le match qu'il faut, tu as raison. Parce que ils ont peu de moments très bas, il n'y a pas 20 points d'écart comme lors des deux premiers matchs. Ils ont réglé le premier rebond, Bam revient, il est en forme. Enfin, il y a tout l'échiquier est en place pour essayer de s'offrir une série. Après l'expérience et le talent, je pense qu'il est plus côté Lakers, mais il n'empêche que ce soir, alors... Les Lakers gagnent et ça me paraît logique sur la physionomie du match, mais ils ont une petite fenêtre. Ouais. Et c'est à un moment, cette petite fenêtre, va falloir arrêter de... Tu sais, des fois, les fins de match, t'oublies tout. C'est juste balle à la superstar. Voilà, donc... Et ça, ce soir, ils l'ont pas fait. Et c'est frustrant pour eux. C'est très frustrant. Et les Lakers, donc, sont à 3-1. Ils n'ont jamais perdu plus d'un match sur une série depuis le début de ces playoffs. Cette vérité, parce que c'est une vérité jusqu'à preuve du contraire, se vérifie encore une fois et j'ai l'impression que ça va se finir vendredi. Honnêtement, même malgré les ressources du hit, j'ai quand même cette sensation, et on l'avait même après le match 3, que les Lakers vont gagner en 5. D'ailleurs, c'était ton prono avant cette finale. Ouais. T'avais dit un sweep carrément 4-2, je crois. T'avais dit 4-1. Moi, j'ai dit 4-2, toi, t'avais dit 4-1. 4-1, 4-2. T'avais dit 4-1 Lakers, donc on s'y dirige un peu. Moi, ils sont pas si loin. Le 8 et les 2 derniers matchs me font dire qu'ils peuvent aller encore un peu plus les enquiquiner. Et il faut qu'ils y croient vraiment, quoi. Il faut qu'ils y croient vraiment. Après, n'oublions pas que Tyler Herro, c'est 22 piges, Bam Adebayo, c'est 23, il n'y a pas Dragic et tout. Donc voilà, mais il n'empêche que quand, avec tout ça, tu arrives à t'offrir cette fenêtre, il faut les jouer à fond. Au moins que tu n'aies pas de regrets. Et ce soir, j'ai l'impression que le hit a peut-être un peu de regrets. Même pas parler de Kendrick Nunn, là, je pensais à lui. Là, qui fait une bonne première... Qui a peur de rien. Qui fait une bonne première mi-temps, qui est benché en deuxième. Alors, il y a des gens qui s'interrogeaient dans le chat pour pourquoi Kendrick Nunn ne joue pas beaucoup. Il est quand même très, encore plus que les autres. Il joue 26 minutes quand même. Il est quand même très ciblé défensivement. Hein. Il joue 26 minutes. Pendant qu'on voit des gars qui déboulent, avec qui on était à 1h du mat. Il est 6h30 et les gars reviennent au travail. Parce qu'il est 6h30 et donc c'est peut-être l'heure d'aller se coucher. Je sais pas ce que vous en pensez, les gars. On est que mercredi demain. Alors peut-être que pour certains, il n'y a pas école si vous êtes à l'école primaire. Mais si vous êtes debout, c'est que je ne comprends plus rien à la vie. En tout cas, les Lakers ont pris un net avantage face au Heat dans ce match 4. Et donc le prochain match, ce sera vendredi soir, encore une fois à 3h. Et on se retrouvera à minuit ici sur Twitch pour faire une belle preview et des paris sportifs avec Parion Sport. Juste avant le match, et puis comme d'hab, là, on a fini, c'était à 5h50, on a commencé ce petit débrief, 5h40. Vous étiez très nombreux, vous êtes encore très nombreux. On est aujourd'hui, tout de suite, maintenant, je vais te dire ça, on est 1200, on est monté à plus de 1300. Incroyable. Qui fait Team Chômage. Bravo, on est ensemble, les frérots. Merci pour l'emploi. On est ensemble. Merci la France de financer nos lives débriefs des finales NBA. Merci Erwan. Merci Tom. C'était un plaisir, merci Polo, à Tom. merci Tom. Merci à Tom, merci à Apollo. On s'est encore régalé et on va pas vous cacher que heureusement Cauchemar en cuisine existe parce que ça nous permet d'attendre avant les matchs. Et bisous à Fifou et Thievest qui nous régale. En ce moment. Il est pas content en ce moment. Il a raison de gueuler Fifou. Pour ces gars sûrs. Allez, merci à tous. On vous souhaite une bonne journée demain mercredi et sinon à vendredi. Ciao. See, I don't know you at all, but I'm bout it. If you bout it, don't give a fuck.